Bonjour et bienvenue dans Ah, encore ces histoires de bonnes femmes. Je suis Laurence Perrault, animatrice radio et télévision. J'ai toujours tendu mon micro aux autres et pensé que partager nos histoires de vie peut nous aider. Quelques-unes d'entre elles, heureuses ou malheureuses, sont à l'origine de questions, d'interrogations et de doutes. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes propose d'écouter les femmes de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que 50 ans est un nouvel âge charnière dans la vie d'une femme. 50 ans et plus, c'est un âge bouleversant. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, les mardis à 18h. Chaque semaine, une femme vient se livrer. Elle nous raconte l'un des événements qu'elle a vécu depuis qu'elle a eu 50 ans et nous invite à partager les doutes et les interrogations qui ont suivi. Chaque semaine, c'est un ou une spécialiste qui est invitée à décrypter ces questionnements. Aujourd'hui, c'est Katia qui se raconte et Christophe Bourgois-Costantini, coach de vie, auteur de nombreux livres, qui offre son écoute et son expertise. Bonjour, je m'appelle Katia, j'ai 59 ans et j'habite en Île-de-France. La rencontre. Bonjour Katia. Bonjour Laurence. Il y a de cela quelque temps, vous avez vécu un tremblement de terre dans votre vie de femme. Racontez-moi. Alors en mars 2022, j'ai dû quitter les entreprises dans lesquelles je travaillais. Je dis les entreprises parce qu'il y en avait plusieurs, des entreprises que j'avais créées avec mon conjoint. 19 ans, presque 20 ans auparavant, et suite à un conflit familial, matrimonial, on a décidé de se séparer aussi d'un point de vue professionnel. Se séparer aussi d'un point de vue professionnel, ça veut dire que vous vous êtes séparés dans la vie du couple. Alors on s'est séparés dans la vie de couple, mais bien plus tard, on s'est séparés seulement en septembre 2023 dans la vie de couple. Comment ça va aujourd'hui ? Je me reconstruis, encore des moments difficiles. Mais j'ai repris tout de suite une activité en avril 2022, donc ça m'a permis de reprendre confiance en moi parce que les derniers mois passés dans les entreprises avec lui, j'avais perdu complètement confiance. Il me remettait en cause sur la qualité de mon travail, ma qualité de manager, donc je pensais que je valais plus grand-chose. Donc de retrouver quelque chose une semaine après le départ, ça m'a remis en confiance et puis ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Puis je me suis surtout libérée d'un poids. Je ne m'étais pas rendu compte comment, au bout de 28-29 ans de vie commune, cette vie de couple me pesait. J'ai l'impression de m'être libérée de quelque chose, même si c'est encore compliqué au quotidien. Vous vous êtes donc séparée de votre compagnon il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez 59 ans. C'est un choix courageux ? C'était un choix vital ? Est-ce que ça a été un choix ? Je ne sais pas. C'était un choix qui m'a été imposé. C'est quelqu'un qui a toujours eu énormément de vie en lui et un côté un peu volage que j'ai très bien accepté pendant toutes ces années. Qui, depuis sa dernière aventure de septembre 2020, qui commençait à durer, alors que d'habitude c'était assez éphémère, commençait à me peser. Autant j'avais pu l'accepter par le passé, il y avait les enfants, il y avait la famille, il y avait les entreprises, et puis quelque part peut-être que ça m'arrangeait aussi un petit peu. Autant là, j'étais plus prête, j'avais grandi, je ne pouvais plus me laisser faire comme c'était le cas auparavant. Ce côté soumisme me pesait, et j'ai laissé faire quand même, de septembre 2020 à mars 2022, j'ai quand même laissé la situation telle qu'elle était, avec une double vie pour lui. Il y a de cela quelques instants, vous nous expliquiez qu'auparavant, vous saviez qu'il y avait déjà ce côté volage. Comment vous avez supporté cette situation pendant toutes ces années ? Et pourquoi ? Dans la mesure où on travaillait ensemble, donc on vivait ensemble, on passait nos vacances ensemble, donc on se voyait quasiment tout le temps. En plus, je gérais ses boîtes mail. J'ai toujours su quand il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était toujours des histoires un peu sans lendemain. Et puis dès que je lui disais, tiens, il y a quelque chose avec une telle, hop, il arrêtait tout. Je lui disais, il me disait non et je fermais les yeux. Les enfants étaient petits, les entreprises n'étaient pas lancées depuis si longtemps. Je crois que j'avais peur. J'avais peur de me retrouver sans rien, avec des enfants qui étaient encore relativement jeunes et que j'ai préféré fermer les yeux. Ce qui n'a pas été le cas là quand il a recommencé à avoir une histoire un peu plus sérieuse parce que toutes les petites histoires, finalement, je crois que je m'en fichais. Mais là, c'était avec quelqu'un qui avait 23 ans de moins que lui. Je me suis dit, c'est une passade, ça va durer quelques temps. Allez, je vais fermer les yeux comme la dernière fois, je vais attendre. Puis finalement, les enfants étant plus là, moi étant en fin de carrière, je me suis dit que non, c'était plus possible, que je ne pouvais pas accepter une nouvelle fois.
Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre tête? Quelles questions vous vous êtes posées? Quelle interrogation? Quel doute? Je me suis remise en question, moi. Est-ce que j'avais fait le nécessaire? Est-ce que je l'avais pas fait? Est-ce que j'avais encore envie de construire quelque chose, de poursuivre? Je crois qu'à un moment donné, je me suis dit non, avec lui, c'est plus possible. Je peux pas lui faire confiance. Par contre, quitter les entreprises, c'était un crève-cœur. C'était comme mes enfants. On les avait façonnés, on les avait fait grandir, on s'était battus pour qu'elles restent en vie, qu'elles grandissent. Je vivais, je dormais, société, en vacances, je travaillais, je ne pouvais pas les lâcher, ne serait-ce qu'une journée. Même quand j'étais en vacances, je prenais les coups de fil des collègues, des clients, le standard si personne n'était là. Ça me motivait en permanence et ça, je n'arrivais pas à imaginer qu'on puisse m'en couper et que même lui imagine pouvoir travailler sans moi. C'est-à-dire que suite à cette séparation, vous avez dû en plus quitter les entreprises, et plus encore, puisque étiez-vous actionnaire de ces entreprises? Alors, j'ai dû quitter les entreprises. Au début, quand on a décidé qu'on ne pouvait plus travailler ensemble, j'ai demandé un médiateur. On a fait 2 mois de médiation et j'imaginais vraiment qu'on allait trouver une solution. On ne l'a pas trouvé, donc on est parti sur une rupture conventionnelle. J'y croyais pas. Pour moi, c'était un rêve. C'était une rupture, mais 3-4 mois après, il allait me reproposer autre chose. Il y avait un temps de vide pour recréer autre chose. Donc, je crois que je suis tombée des nues. Et encore plus quand, 2-3 mois après, il m'a demandé de vendre mes actions. Donc, j'ai refusé, j'ai résisté. Puis, j'ai fini en octobre 2022 à accepter de vendre mes actions parce que je savais qu'il allait vendre à un fonds de pension et je pensais qu'en étant conciliante, il allait revenir. Ce qui n'a pas été le cas. Quel regard vous posez sur ce passage de vie, de ces 2 ans qui viennent de nous précéder? Alors au début ça a été très difficile, ça a été une remise en cause totale. En plus les 4 derniers mois avant que je parte de l'entreprise, il me disait vraiment que j'étais bonne à rien, que de toute façon c'est moi qui avais tout gâché, que j'avais tout gâché avec les entreprises, avec lui, avec les enfants, que j'avais tout fait mal. J'y croyais vraiment et j'étais vraiment abattue, incapable de faire quoi que ce soit, de décider quoi que ce soit. Et puis finalement, avec le temps, avec l'aide, avec les amis, avec les coachs, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait quand même une vie après et que j'avais malgré tout une personnalité, des envies que j'avais réfrénées pendant des tas d'années et que petit à petit, elles réapparaissaient et je me suis sentie finalement soulagée. Aujourd'hui, rien n'est perdu, tout est à reconstruire. Comment vous voyez demain, pour vous en tant que femme, puisque c'est vous, Katia, qui êtes avec nous? Alors déjà d'un point de vue professionnel, je ne suis pas heureuse dans ce que je fais, mais je me dis si ça dure, il me reste 4 ans à travailler, peut-être que ça peut durer encore 4 ans. Je développe d'autres choses à côté, j'ai toujours aimé le développement personnel, j'ai développé des outils, j'ai des statuts de consultante sur certains outils. Depuis 1 an et demi, je continue à suivre des formations diverses et variées. Je me dis peut-être qu'une fois que je n'aurai plus besoin de travailler et que je serai en retraite, je pourrais mettre tout ça en œuvre, à titre gracieux, pour mes amis, je ne veux pas en vivre. J'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. Pour la partie femme? Pour la partie femme, aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter du tout. Après presque 30 ans avec un seul homme, je ne me projette pas du tout dans une relation avec qui que ce soit. Je n'arrive pas à imaginer. Donc pour l'instant, je me dis toute seule, c'est pas si mal. Se reconstruire, apprendre à s'aimer soi-même parce que j'ai été pas mal dévalorisée. C'était quelqu'un de manipulateur et qui me rabaissait énormément. Qui me disait comment je devais m'habiller, comment je devais ne pas me maquiller, parce que dès que je me maquillais, c'est que j'allais aller voir quelqu'un. Il faut que je me réapprenne et je pense que ça va prendre du temps. Donc aujourd'hui, ma vie de femme, c'est surtout me réapprendre à m'aimer. Merci beaucoup, Katia. Merci Laurence. Acceptez-vous que je fasse écouter votre témoignage à un spécialiste pour avoir son regard, son analyse? Oui, tout à fait. Je m'appelle Christophe Bourgois-Costantini. Je suis coach de vie et coach d'urgence. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence. Merci de nous accueillir. Vous êtes coach de vie, vous venez de me le dire, ça veut dire quoi exactement? Moi, mon métier se rapproche beaucoup plus d'une forme de thérapie brève, c'est-à-dire qu'en 10 séances,
Les gens viennent me voir, à la fois des gens connus ou moins connus. J'ai eu des sportifs de très haut niveau qui sont mondialement connus, ou coach aussi un gamin de 17 ans qui va pas bien, et j'ai beaucoup plus d'ailleurs de femmes dans ma clientèle. Je leur permets de réfléchir sur ce qui les meut profondément en fait. Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Et j'ai une spécialité, parce que j'ai travaillé depuis 10 ans et publié 3 livres, sur les intelligences multiples. C'est-à-dire qu'en fait, chacune et chacun d'entre nous possédons des intelligences, nous sommes nés avec, sauf que l'école, les parents nous ont détournés de ça. Et en fait, la plupart des gens qui viennent me voir consolident leur activité, voire changent de métier et comprennent enfin qui ils sont parce qu'ils se raccrochent à ces intelligences natives et ils les développent, et ça permet incroyablement de gérer le stress, de lâcher prise, de retrouver une nouvelle forme de motivation et de bonifier sa vie, voire d'en changer. Le vrai coaching, ce n'est pas du mentoring, c'est-à-dire que moi je ne donne pas des conseils. J'agis de telle manière à ce que mes coachés comprennent quel est le chemin qu'elles doivent prendre. Et donc, c'est fait d'échanges d'une heure ou un peu plus si on dépasse. C'est très holistique comme démarche. Je peux très bien faire des démarches en accompagnant les gens à pied, par exemple, si je sens que l'eye contact pose un problème. Je leur fais faire aussi de la méditation, de la musique, je leur fais écrire des livres, mais toujours avec quelle est la pépite qui est cachée, celle qu'on doit aller chercher pour se libérer et aller mieux. Quand vous parlez d'intelligence multiple, quand on parle d'intelligence, on va parler évidemment d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intellectuelle. Vous, j'ai la sensation que vous me parlez d'autres intelligences. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus me décrire celle-ci ou me donner un ou deux exemples? Très rapidement, j'ai par exemple découvert chez Rafael Nadal qu'il ne regardait pas la balle. Dans toutes les écoles de tennis, on va vous dire « regarde la balle, regarde la balle ». Il l'écoute. Donc quand on écoute la balle, par exemple, on fait travailler 360 degrés de précision, alors que le regard, c'est simplement 170 degrés de précision. Et pourquoi l'écoute-t-il? C'est qu'on a fini par découvrir que son grand-père était violoniste. Donc la notion du son est chez lui primordiale. Mais en fait, elle est en chacun d'entre nous, parce que lorsque nous étions Homo sapiens sapiens, on avait l'intelligence qu'on appelle visuelle spatiale, comment se repérer, comment trouver des grottes, comment trouver des endroits où même bâtir des huttes ou des choses comme ça. On avait l'intelligence de la relation. On était dans un nombre 60, le nombre de Dunbar, on n'était pas trop nombreux. On avait l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps. On avait commencé à avoir l'intelligence du verbe et du langage, on commençait à inventer des mots, des onomatopées pour essayer de communiquer. On avait l'intelligence de la nature, on savait ce qu'on devait manger, ce qui était empoisonnant ou pas, etc. On avait une intelligence spirituelle, on se remettait à des dieux, on se remettait à des forces spirituelles du cosmos, etc. Et ça, c'est autant d'intelligence avec lesquelles nous venons au monde. Sauf que, ma chère Laurence, ces intelligences, malheureusement, ne sont pas quantitatives. Et on a donné la prime, depuis Descartes, au quantitatif. Depuis le Taylorisme, depuis le Fordisme, tout doit être mesuré. Et donc les gens ont développé que 2 intelligences qui sont mesurables, à savoir l'intelligence de la logique et des maths, et l'intelligence littéraire. Mais toutes les autres intelligences, de ces 10 intelligences, encore une fois, c'est prouvé par la science, avec lesquelles nous venons au monde, on les développe pas. Et dans mon cabinet, très souvent, des gens viennent en ayant oublié qu'ils avaient ces multiples intelligences, voire mieux, qu'ils les avaient même développées dans l'enfance, tout seuls. Ils avaient besoin de personne. Vous savez, quand vous vous cachez facilement, quand vous organisez des goûters, que vous êtes chef de classe, vous prouvez 2 intelligences là déjà. Quand vous faites la cuisine, par exemple, il y a 6 intelligences qui sont mises en mouvement. Et quand vous les conscientisez, ça change tout. Vous n'êtes pas une étiquette, vous n'êtes pas un chiffre, vous n'êtes pas un résultat sur une feuille de salaire, vous êtes beaucoup mieux en fait. Et donc ces 10 intelligences sont les travaux d'un type qui s'appelle Howard Gardner, qui est prof à Harvard, qui avait fait un magnifique bouquin. Et moi j'ai interviewé j'en suis à peu près 720 personnes à ce jour. Je les ai interviewées une par une, les gens avec lesquels j'ai bossé ou pas, des champions ou pas des champions, des Thierry Marx, des François Pinault, des Béatrice Kosowski qui est présidente d'IBM, des Rafael Nadal, même Kylian Mbappé a fait 3 ans de flûte traversière. Personne ne le sait. Donc il a développé cette musique, mais la musicalité, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de soi et c'est l'écoute de l'autre. Donc ces 10 intelligences, on vient au monde avec, et dans les 720 personnes que j'ai interviewées, tous ceux qui ont réussi, en fait, ont réussi en développant une intelligence qui est très éloignée de ce qu'on leur prête. Récemment, là, j'ai vu une femme, elle pouvait pas quitter son mari parce que c'était lui qui tenait les cordons de la bourse. Elle avait jamais travaillé, elle avait consacré toute sa vie sur son gosse. Elle avait 55 ans. Elle savait pas quoi faire, elle voulait divorcer, mais pas de retraite, rien, quoi, que la soulte. Et au cours d'une séance, je lui ai fait revivre qu'enfant, dans le jardin de sa grand-mère, donc je lui ai dit décrivez-moi la scène, etc. Elle faisait de la cuisine avec de la boue, avec des plantes, avec de la ricorée, etc., avec toutes ses copines ensemble, comme on a pu le faire nous enfants.
Et je la voyais tellement heureuse. Elle a fait un CAP de cuistot. Elle est sortie major. Elle a emprunté donc de l'argent à une banque pour monter un resto. Elle a monté un resto qui cartonne. Elle a pu divorcer et elle est libre. Et ça, on ne l'apprend pas dans les écoles. Et pourtant, nous venons avec. C'est un cadeau de la vie. Là, vous venez de donner un exemple, Christophe. Si demain je viens vous voir, comment vous allez concrètement faire les premières séances pour m'aider ou pour nous aider à aller chercher nos fameuses intelligences? Ça part de quoi? Ça part d'où? Alors d'abord, il y a un protocole dans les séances. Moi, je suis donc formé à HEC, qui est vraiment une belle école dans le coaching. Le protocole, c'est il n'y a rien à préparer. Donc si je devais coacher Laurence, et je dirais, Laurence, comment ça va, avec quoi vous venez? Et là, vous allez me raconter une histoire. Et le talent d'un bon coach, c'est d'avoir une oreille presque absolue, parce que Laurence, elle va me raconter une histoire qu'on appelle l'histoire préférée. C'est-à-dire, elle va sauter sur les petits passages difficiles, comme vous l'avez fait là tout à l'heure. Et moi, mon oreille me dit, pap, là, faut qu'on travaille. Là, il y a un sujet. Donc, c'est des dissonances. C'est pour ça que j'ai une très très bonne oreille, une très bonne écoute. Donc déjà, il y a ce côté, j'écoute la coachée. Il y a quelques exercices à faire. Le premier exercice que je fais faire, qui est pour moi clé, c'est d'expliquer ce qu'est la projection. Le fameux, c'est celui qui dit qui est la projection psychanalytique. En d'autres termes, qu'est-ce que je vois chez les autres que je n'aime pas chez moi? Donc le premier travail, c'est de travailler sur soi, voilà, sur cette intelligence, ce qu'on appelle intrapersonnelle, ou intelligence qui suis-je. Pour chacune et chacun d'entre nous, la personne la plus importante au monde, c'est chacune et chacun d'entre nous. C'est pas papa, maman, mes enfants, etc. Donc moi, je travaille déjà là-dessus. Donc la confiance, elle arrive. Ensuite, au gré des séances, puisqu'elles sont espacées de 15 jours, alors de temps en temps, je fais écouter des podcasts sur la philosophie, je conseille des lectures de livres, on fait même parfois des séances dans des musées pour déconnecter. Et au fur et à mesure, le cerveau de ma coachée se libère. Elle comprend qu'en fait, elle est sur le bon chemin. Et là, ça va très très vite en fait. Et finalement, on finit par aborder l'enfance, jamais en ne jugeant papa et maman, ça c'est pas mon rôle. J'apprends à accueillir. À partir du moment où vous avez une blessure qui n'est pas réglée, l'univers va vous envoyer en permanence des épreuves par rapport à cette blessure qui n'est pas réglée. Je dis n'importe quoi, imaginez que vous étiez élevé par des gens radins, la radinerie est un sujet, et bien vous allez voir, ça ne va pas louper, que ce soit professionnellement ou amicalement, on va vous envoyer des gens radins. Donc là, il y a deux cas de figure, Laurence. Soit les 8 milliards changent, soit vous changez. Et dès que vous abordez ça en disant « mais oui, je me suis fait avoir, mais bien sûr, je comprends en fait ce qui n'est pas d'abord réglé chez moi », une fois que vous le réglez, l'univers devient totalement différent. L'univers devient bienveillant. Donc c'est comme ça que se déroule un coaching. C'est très holistique. Quel programme acceptez-vous maintenant d'écouter le témoignage de Katia? Avec grande joie. Alors on y va. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes. Voilà, les présentations sont faites. Katia qui nous offre avec beaucoup de confiance l'histoire qui vient de chambouler sa vie et les interrogations qui ont suivi, et Christophe Bourgois-Costantini, coach de vie. Si nous avons déjà rencontré Katia, Christophe, lui, n'a pas encore entendu son témoignage. À partir de maintenant, je vous propose de le réécouter ensemble et de laisser Christophe réagir à chaque fois qu'il le désire. Je m'appelle Katia, j'ai 59 ans. En mars 2022, j'ai dû quitter les entreprises dans lesquelles je travaillais. Je dis les entreprises parce qu'il y en avait plusieurs, des entreprises que j'avais créées avec mon conjoint. 19 ans, presque 20 ans auparavant, et suite à un conflit familial, matrimonial, on a décidé de se séparer aussi d'un point de vue professionnel. J'ai repris tout de suite une activité en avril 2022, donc ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Je pensais que je valais plus grand-chose, donc de retrouver quelque chose une semaine après le départ, ça m'a remis en confiance, et puis ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Vous vous êtes donc séparé de votre compagnon il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez 59 ans. C'était un choix vital ? Est-ce que ça a été un choix ? Je ne sais pas. Ça a été un choix qui m'a été imposé. C'est quelqu'un qui a toujours eu énormément de vie en lui et un côté un peu volage que j'ai très bien accepté pendant toutes ces années.
Comment vous avez supporté cette situation pendant toutes ces années et pourquoi? Dans la mesure où on travaillait ensemble, donc on vivait ensemble, on passait nos vacances ensemble, donc on se voyait quasiment tout le temps. En plus, je gérais ses boîtes mail. J'ai toujours su quand il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était toujours des histoires un peu sans lendemain. Et puis dès que je lui disais, tiens, il y a quelque chose avec une telle, hop, il arrêtait tout. Je fermais les yeux, les enfants étaient petits, les entreprises n'étaient pas lancées depuis si longtemps. Je crois que j'avais peur. J'avais peur de me retrouver sans rien, avec des enfants qui étaient encore relativement jeunes, et que j'ai préféré fermer les yeux. À ce stade, j'ai pas mal de choses à dire. D'abord, il y a une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, et j'espère que Katia le corrigera à l'avenir, parce qu'elle est encore jeune. C'est que beaucoup de gens s'associent, j'ai moi-même été associé, sans véritablement mettre un cadre. C'est normalement, lorsqu'on s'associe, on partage un projet d'entreprise, mais surtout, on partage un projet de vie. Et on essaye de faire matcher les deux. Surtout quand en couple, on monte une boîte, ensemble, on devrait prévoir ce cas de figure où on se sépare. Ça existe dans beaucoup de boîtes, quoi. Ok, on s'entend plus, on vit plus ensemble, mais on a cette entreprise qu'on a développée, etc. Donc déjà, à l'avenir, il faut vraiment penser à ça. La deuxième chose qui me vient spontanément en intuition, là, mais j'ai le droit de me tromper, c'est marrant, je pense au papa de Katia. Je pense aussi peut-être que dans le modèle de Katia, il y a une notion de liberté ou de libertaire ou d'un père volage peut-être, ou une maman aussi aurait elle aussi de son côté fermé les yeux. Et je dirais pas qu'il y a comme un atavisme, mais soit Katia, elle testait l'abandon, et elle a peut-être aussi une blessure de l'abandon, et elle le teste en disant jusqu'où il va aller, d'accord? Donc lui, finalement, encore une fois, dans chaque rupture, c'est du 50-50, c'est jamais du 80-20. Mais intuitivement, là, si je devais la coacher par rapport à la confiance, par rapport à ce qui se passe, j'irais chercher du côté de la famille et du côté du père. Oui, ce modèle d'homme, on a toutes et tous un modèle de père ou de mère, et très souvent on cherche à réparer. On cherche à réparer parce qu'on a vu sa maman ou on a vu son papa souffrir de quelque chose. Et Katia, qui a une voix douce et qui semble très douce, pas dans la colère, je pense que c'est une femme qui avait envie d'arrondir les angles, mais en même temps, elle testait ce truc-là, elle voulait réparer quelque chose. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre tête? Quelles questions vous vous êtes posées? Quelle interrogation? Quel doute? Je me suis remise en question, moi. Est-ce que j'avais fait le nécessaire? Est-ce que je ne l'avais pas fait? Est-ce que j'avais encore envie de construire quelque chose, de poursuivre? Je crois qu'à un moment donné, je me suis dit non, avec lui, c'est plus possible, je peux pas lui faire confiance. Par contre, quitter les entreprises, c'était un crève-cœur, c'était comme mes enfants. On les avait façonnés, on les avait fait grandir, on s'était battus pour qu'elles restent en vie, qu'elles grandissent. Je vivais, je dormais, société, en vacances, je travaillais, je ne pouvais pas les lâcher, ne serait-ce qu'une journée. Même quand j'étais en vacances, je prenais les coups de fil des collègues, des clients, le standard si personne n'était là. Ça me motivait en permanence et ça, je n'arrivais pas à imaginer qu'on puisse m'en couper et que même lui imagine pouvoir travailler sans moi. C'est-à-dire que suite à cette séparation, vous avez dû en plus quitter les entreprises, et plus encore, puisque étiez-vous actionnaire de ces entreprises? Alors, j'ai dû quitter les entreprises. Au début, quand on a décidé qu'on ne pouvait plus travailler ensemble, j'ai demandé un médiateur. On a fait 2 mois de médiation et j'imaginais vraiment qu'on allait trouver une solution. On ne l'a pas trouvé, donc on est parti sur une rupture conventionnelle. J'y croyais pas. Pour moi, c'était un rêve. C'était une rupture, mais 3-4 mois après, il allait me reproposer autre chose. Il y avait un temps de vide pour recréer autre chose. Donc, je crois que je suis tombée des nues. Et encore plus quand, 2-3 mois après, il m'a demandé de vendre mes actions. Donc, j'ai refusé, j'ai résisté, puis j'ai fini en octobre 2022 à accepter de vendre mes actions. Là, il y a une donnée très importante dans ce que dit Katia. C'est qu'en fait, Katia, c'est une battante. Mais le problème de Katia, c'est qu'elle pense qu'elle n'existe qu'au travers de sa réalisation. Donc, elle le dit elle-même, je bossais tout le temps. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'était existentiel. Alors, est-ce que derrière, il y aurait en trame de fond un fort besoin d'ascension sociale qu'on lui aurait distillé dans sa famille, etc. Est-ce qu'elle aurait pris le rôle d'un homme ou d'un garçon qu'il n'existe pas ou s'il existe, qu'il ne l'aurait pas fait? Mais en tout cas, c'est une battante. Donc, elle va se remettre très rapidement parce que les battants, ils se cassent la gueule de cheval, mais ils remontent très vite. Mais le problème, c'est qu'ils sont très expéditifs sur les sentiments humains. Et ce que je ressens de Katia, c'est que
Probablement, bien évidemment, sans aucune critique, hein, bienvenue dans le monde des vivants, et nous sommes tous imparfaits. Peut-être qu'elle a été un peu trop rapide sur les émotions et les sentiments, que ce soit avec ses enfants ou avec son mari, parce que tout était concentré sur la réussite sociale. Et là, le drame qu'elle a vécu, c'est si ma boîte se casse la gueule, je n'existe pas. Alors que bien sûr qu'elle existe, bien sûr qu'elle est pétrie d'intelligence, bien sûr qu'elle est pétrie de tout un tas de choses. Et si j'avais dû la coacher, je lui ferais comprendre que le but de l'être humain, c'est d'être humain et pas de réussir. Et on irait justement chercher toutes ces capacités qu'elle a en elle, autres que professionnelles. On irait chercher la musique, on irait chercher la cuisine, on irait chercher la sculpture, on irait chercher des formes d'art, on irait chercher la nature, pour qu'elle comprenne que sous l'activité, elle existe. Et donc, quoi qu'il arrive, elle sera toujours debout. Et je pense qu'elle elle est en train de le retrouver, ça, mais il y a dû y avoir un doute à un moment donné. Comment vous voyez demain, pour vous en tant que femme, puisque c'est vous, Katia, qui êtes avec nous? Alors déjà d'un point de vue professionnel, je ne suis pas heureuse dans ce que je fais, mais je me dis si ça dure, il me reste 4 ans à travailler, peut-être que ça peut durer encore 4 ans. Je développe d'autres choses à côté, j'ai toujours aimé le développement personnel, j'ai développé des outils, j'ai des statuts de consultante sur certains outils. Depuis 1 an et demi, je continue à suivre des formations diverses et variées. Je me dis peut-être qu'une fois que je n'aurai plus besoin de travailler et que je serai en retraite, je pourrai mettre tout ça en œuvre, à titre gracieux, pour mes amis, je ne veux pas en vivre. J'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. Pour la partie femme? Pour la partie femme, aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter du tout. Après presque 30 ans avec un seul homme. Donc pour l'instant, je me dis toute seule, c'est pas si mal. Se reconstruire, apprendre à s'aimer soi-même parce que j'ai été pas mal dévalorisée. C'était quelqu'un de manipulateur et qui me rabaissait énormément. Qui me disait comment je devais m'habiller, comment je devais ne pas me maquiller, parce que dès que je me maquillais, c'est que j'allais aller voir quelqu'un. Il faut que je me réapprenne et je pense que ça va prendre du temps. Donc aujourd'hui, ma vie de femme, c'est surtout réapprendre à m'aimer. Katia, elle a quelque chose qui confirme un peu en fait ce que je ressentais, c'est que se projeter côté boulot, pas de problème. Se projeter côté perso, elle est paumée. Donc on voit bien que c'est toujours l'activité qui prend le dessus sur sa vie personnelle. Alors qu'en fait, dans 4 ans j'ai ma retraite, blablabla. Non, le plus important c'est que Katia, elle prenne là le temps, mais elle le fait puisqu'elle s'intéresse au développement personnel, à comprendre qui elle est vraiment. Et puis, vous savez, dans les histoires de manipulation, ça m'a toujours fait bondir, c'est toujours du 50-50. C'est pas écrit sur le front d'un mec, je suis un manipulateur, ou d'une nana, et sur le front d'une nana ou d'un mec, viens me manipuler. Et pourtant, dans des boîtes de 10 000 personnes, ils se connectent. Alors tout de suite, on va dire, c'est un pervers manipulateur. Mais s'il y a un pervers manipulateur, ou une perverse, il y a quelqu'un qui accepte d'être manipulé. Donc, je conseillerais à Katia de travailler là-dessus, sur cette fameuse notion de manipulation. Parce que quand elle dit elle-même, parce que c'est celui qui dit qui est, je le dis gentiment. En fait, on voit bien que Katia, elle nous dit, moi je veux avoir un rôle unique dans la vie des gens. Je voulais un rôle unique dans la vie de cet homme-là. C'est une forme de manipulation. Je travaillerai là-dessus, moi. Christophe, est-ce que je peux ne pas partager complètement votre façon de voir les choses, puisque un rôle unique dans la vie d'un homme, c'est comme ça que nous, les femmes, sur cette culture-là, dans cet Occident-là, sur ce pays-là, on a été élevées à être l'unique femme d'un seul homme. Non mais avoir un rôle unique, c'est pas forcément d'être la seule femme. C'est-à-dire que dans la démarche de Katia, que ça soit vis-à-vis de son mari, surtout son mari, mais j'imagine aussi des amis ou les enfants ou un entourage proche, c'est je veux avoir un rôle unique. C'est-à-dire d'une certaine manière, je veux pouvoir un peu presque contrôler leur vie, puisqu'en acceptant par exemple qu'il ait des maîtresses, c'est une forme de contrôle, parce qu'une femme dirait bah non, t'es gentil, tu dégages, ça va. En retardant la vente des parts jusqu'au dernier moment, c'est une forme de contrôle, c'est une forme où là j'ai pas envie de lâcher. C'est pour ça que je reviens à mon hypothèse de l'abandon de l'enfance, où elle teste aussi un peu ça, et finalement elle finit par lâcher parce qu'elle est intelligente. Mais je veux jouer un rôle unique, c'est je veux qu'on se souvienne de moi. Vous voyez, c'est plutôt dans cette notion-là. Le rêve inavoué de Katia, que je ressens très fort, c'est il faudrait que le type, à la limite, il puisse se dire, en faisant l'amour à l'autre, alors là, mais qu'est-ce que j'étais bien avec Katia, mais je suis le roi des cons, mais elle était vraiment sans ça. C'est ça la notion de jouer un rôle unique dans la vie des gens. Mais je partage tout à fait ce que vous me dites, Laurence. Mais encore une fois, je crois que cette femme, à la jolie voix, gagnerait à travailler vraiment sur elle-même, comme elle le fait, mais elle est vraiment en profondeur, pour comprendre, encore une fois, comment elle peut exister nonobstant sa réussite sociale.
Et je travaillerai vraiment là-dessus. Je crois que la réussite sociale, les sociétés, etc., je pense que finalement, elle n'était pas faite pour ça. Je sens dans cette femme qu'elle a beaucoup plus de curiosité de la vie, beaucoup plus d'intelligence. Est-ce que c'est pas en fait profondément une humaniste si elle arrivait à travailler sur ses propres névroses? Moi, je pense que oui. Le résultat pour le résultat, elle est en train de comprendre que ça ne donnait rien en fait. Le contrôle pour le contrôle, ça ne donne rien. Mais ma chère Katia, pour les prochains hommes, je crois qu'il faut comprendre tout ça pour pas aller tester l'abandon, pour pas vouloir les changer, pour pas voir chez l'autre ce qui ne va pas chez vous. Pour les prochains hommes, elle a du travail. Nous arrivons à la fin de ce rendez-vous, Christophe Bourgois-Constantini. Un mot pour résumer ce que vous nous avez offert sur notre rendez-vous. C'est surtout Katia qui nous a offert un témoignage très honnête et encore une fois avec beaucoup de simplicité. Et on sent qu'elle est en train de s'aligner. Moi, je trouve votre démarche formidable parce que j'ai fait un post là récemment sur LinkedIn en disant mais pourquoi 75% de ma clientèle sont des femmes ? Les hommes sont des couards, les hommes ont peur, les hommes pensent que s'ils se féminisent, ils vont se fragiliser. C'est tout le contraire. Un homme fort, il reste stoïque, il a été chercher son chromosome X. Donc je trouve que vous faites une magnifique démarche et je suis extrêmement fier d'y avoir participé. Christophe Bourgois-Constantini, où est-ce que je peux vous contacter si je veux vous rencontrer ? Je suis très référencé sur le net. Je poste beaucoup de choses sur LinkedIn, beaucoup de contenu sur les soft skills, parce que je donne aussi des cours dans des écoles sur les soft skills. Si vous cliquez mon nom via Google, je suis plutôt disponible. Et votre dernière parution ? Ma dernière parution, c'est donc les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans le monde, pour que les gens puissent donner leur plein potentiel, pour aller mieux durablement. Je m'y engage parce que ce sont des exercices que je fais faire depuis toutes ces années où je suis coach. Et pour que vos relations avec votre éditeur soient toujours aussi au beau fixe, l'éditeur c'est Diathéno, c'est le groupe Très Daniel, et mes 2 premiers sont maintenant en poche, donc très accessibles au niveau des prix, mais comme le 3e aussi, c'était chez First. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous Laurence. Voici le moment de nous quitter. L'épisode consacré à l'histoire de Katia est terminé. Un grand merci à elle de s'être livrée en toute confiance et à Christophe Bourgois-Constantini qui nous a apporté son écoute et ses compétences pour mieux comprendre ce type de situation et ses conséquences. Avec sincérité, j'espère que cet épisode vous aura aidé et apporté des clés pour ouvrir certaines de vos portes. Pour joindre Christophe Bourgois-Constantini, je vous invite à visiter son site bourgoisconstantini.com. Quant à vous, si vous voulez également me raconter votre histoire, un passage de vie depuis que vous avez 50 ans qui vous bouscule, écrivez-moi sur la page Facebook de « Ah, encore ces histoires de bonnes femmes ». À bientôt pour une prochaine rencontre. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes. Les mardis à 18h.